Où est donc passée la vigueur promise par Félix Tshisekedi? Ce que nous observons, c'est au contraire que le Rwanda, les troupes terroristes néocolonialistes impérialistes rwandaises, progressent à l'intérieur du territoire congolais. Et un certain nombre de dirigeants de cette bande terroriste qui attaque la République démocratique du Congo ont dit que leur intention est de se rendre jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir et diriger le Congo. Deuxième problème qui est la conséquence de la tribalisation de nos armées, et c'est le cas au Congo, la corruption. Puisque le traitement n'est pas le même en fonction de l'origine du soldat, en fonction de l'origine de l'officier, en fonction de la région dans laquelle on opère, il s'ensuit que dans l'armée, le favoritisme est un facteur de division. Et plusieurs militaires congolais ont dû combattre dans des conditions insupportables quand on les compare au luxe dans lequel vit la classe politique congolaise, ou au luxe qui est réservé à un certain type de militaires proches, soit par l'ethnie, soit par la faveur personnelle, eh bien, du sommet du régime. Donc, le deuxième facteur de démoralisation des armées, c'est la corruption. La corruption. Vous savez que, de toute façon, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme en politique marchent avec la corruption. Les gens de ton ethnie ne sont pas contents que tu sois au pouvoir seulement parce que tu es de leur ethnie. Ils sont contents que tu sois au pouvoir parce que tu dois voler pour leur donner. Et c'est ça le problème. Deuxième problème, la corruption. Troisième problème, incontestable, et l'armée congolaise a ce problème. Alors que Kagame s'est efforcé d'uniformiser au maximum son armée. En face, Kagame n'a pas les mêmes problèmes. Il n'a pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de donner un traitement standard à toute son armée. Ça, c'est une qualité des troupes de Kagame. Il s'efforce de les traiter toutes avec le plus grand respect, avec la plus grande attention. Il s'efforce vraiment de leur donner le maximum de ce que le Rwanda peut donner à ses soldats. Et voilà pourquoi il est difficile, par exemple, au Congo, de distinguer un milicien du M23 d'un soldat rwandais. Parce qu'ils sont traités pareil. Parce que ce que Kagame fait en République démocratique du Congo correspond strictement à ce que font Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel. Et au niveau même déjà de l'Afrique centrale. C'est la même activité. C'est strictement la même activité. Que font les tueurs du M23? Mais quand ils arrivent, ils tuent, ils pillent, ils violent, n'est-ce pas? Et ils arrachent les propriétés pour les vendre. C'est la même activité que les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique de l'autre côté. Allons en République démocratique du Congo. Ce soir, je voudrais me poser une grande question. Félix Tshisekedi Tshilombo, après la prise de Goma par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste de Paul Kagame, au service des intérêts étrangers à l'Afrique, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a promis une riposte vigoureuse. Et voici 48 heures qui viennent de se passer, sans qu'on puisse voir en quoi consiste sur le terrain la riposte vigoureuse de Tshisekedi Tshilombo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Mieux, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une progression des terroristes néocolonialistes et impérialistes rwandais. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils ne sont pas autre chose. Le M23 et les Rwanda Defense Force de Kagame, ce sont des troupes terroristes. Ce sont des troupes néocolonialistes et impérialistes au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elles sont. Et il ne faut pas que les Africaines et les Africains soient chiches en qualificatif pour décrire. Parce que ce que Kagame fait en République démocratique du Congo correspond strictement à ce que font Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel. Et au niveau même déjà de l'Afrique centrale. C'est la même activité. C'est strictement la même activité. Que font les tueurs du M23? Mais quand ils arrivent, ils tuent, ils pillent, ils violent, n'est-ce pas? Et ils arrachent les propriétés pour les vendre. C'est la même activité que les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique de l'autre côté. Et vous observerez qu'ils se comportent exactement comme les terroristes qui, à un moment donné, occupaient la ville de Kidal. Ils veulent donner l'impression de ressembler à un État, donc ils utilisent accessoirement quelques citoyens congolais, des renégats, on les utilise pour faire la façade, alors que derrière, ce sont juste des criminels
au service des multinationales qui leur ont demandé de voler le coltan, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le cuivre du Congo pour leur donner, afin que leurs industries en Europe et en Amérique tournent à plein régime. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains aient le courage tranquille de nommer l'armée rwandaise comme une armée terroriste, néocolonialiste, impérialiste, au service des intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elle est actuellement, l'armée rwandaise. C'est sa description scientifique. C'est pas une insulte. Bon. Mais Tshisekedi a promis au peuple congolais, et il a promis à Mondovision qu'il allait mener une riposte vigoureuse. Mais où est la vigueur? Où est donc passée la vigueur promise par Félix Tshisekedi? Ce que nous observons, c'est au contraire que le Rwanda, les troupes terroristes néocolonialistes impérialistes rwandaises, progressent à l'intérieur du territoire congolais. Et un certain nombre de dirigeants de cette bande terroriste qui attaque la République démocratique du Congo ont dit que leur intention est de se rendre jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir et diriger le Congo. Alors, la question que je me pose ce soir est la suivante. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un pays aussi grand et aussi peuplé que le Congo soit déstabilisé presque aussi facilement par un pays aussi petit et proportionnellement en population aussi peu peuplé que le Rwanda, si on le compare en tout cas au peuplement congolais en valeur discrète. C'est vrai que le Rwanda est surpeuplé si on établit un ratio entre la taille du territoire et la quantité de la population. Ils sont 13 millions dans un territoire extrêmement petit. Ils sont 13 millions dans quoi? Je dois vous donner ici je vais vous donner les données exactes. Alors, le Rwanda, c'est 26 338 km². Écrivez, hein, écrivez la taille du Rwanda. Le Rwanda, c'est 26 338 km². C'est un pays, certes, vallonné, mais c'est un pays enclavé. OK? Avec 445 habitants par km². C'est ça le Rwanda. Hein? 26 338 km². Alors, en face, la République démocratique du Congo, RD Congo. Quelle est sa superficie? La République démocratique. 2 345 000 mètres carrés. 2 345 000 mètres carrés. Alors, d'abord, au niveau de la taille, c'est ça. Au niveau de la population, selon un recensement de 2023, la République démocratique du Congo avait en 2023 102,3 millions d'habitants. 102,3 millions d'habitants. Le Rwanda en a 13 millions. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, et je l'ai publié sur ma page Facebook, ce sont les données militaires brutes entre les deux pays. Regardons la taille des armées. Les forces armées rwandaises comparées en taille aux forces armées congolaises. J'ai publié une série de captures d'écran sur ces informations à la disposition de tous ici. Bon, l'armée rwandaise, eh bien, c'est environ 33 000 membres d'effectifs. Alors que, eh bien, rien que déjà en 2010, l'armée congolaise était en 2010 à 145 000 hommes. Donc c'est une armée aujourd'hui de pratiquement 150 à 200 000 hommes dans cette fourchette. C'est les premiers chiffres que j'ai pu trouver. On a d'un côté 33 000 hommes et de l'autre côté 145 000, 150 000. On a d'un côté plus de 2 millions de kilomètres carrés et de l'autre côté à peine 26 000 kilomètres carrés. Donc la question est la suivante. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'armée congolaise face à l'armée rwandaise? Qu'est-ce qui explique cela? C'est un vrai casse-tête, intellectuellement parlant. Et bien sûr, les militaires, les économistes, les géostratèges et géopoliticiens spécialisés dans les questions militaires seraient bien mieux placés que moi pour analyser le problème. Mais qu'est-ce que j'ai vu assez rapidement? La première chose que j'ai vue, c'est quand je me suis intéressé à l'histoire de l'armée congolaise. Je suis allé regarder l'histoire de l'armée congolaise, les chefs d'état-major depuis 1960. Écoutez le nom des chefs d'état-major. Je me suis d'abord intéressé à l'histoire. Qu'est-ce qui peut expliquer cet ascendant militaire du Rwanda? Qu'est-ce qui peut expliquer
cet ascendant militaire du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Je suis allé regarder l'histoire. Premier chef d'état-major, Victor Lundula. Deuxième chef d'état-major, alors Lundula était général. C'était en 1960. En 1964, c'est Joseph Désiré Mobutu, le colonel. Entre 1970 et 90, c'est Jean-Pierre Somao Bodombele, un général. Ensuite, c'est Babia Zombi, un général. Ensuite, c'est Singa Boyenge, un général d'armée toujours. Ensuite, c'est Eluki Monga Aoundu, un général. Ensuite, c'est Loponda. Jusqu'en 1990, c'est eux. Ils sont presque tous originaires de la même province que Mobutu, l'Équateur, le Haut-Zaïre. Entre 1990 et 1991, c'est Mazembe Waekbanga, général de corps d'armée. 1991-93, c'est Mayele Lioko Bokungo, général. Entre 1993 et 1996, c'est Eluki Monga Aoundu qui revient comme général, toujours originaire de l'Équateur. Entre 1996 et 1997, c'est Mayele Lioko Bokungo, un général, originaire de l'Équateur, la province de Mobutu. Eh bien, à partir de 1997, bon, donc Mayele se fait tuer d'ailleurs, 1997-98, là on trouve le nom de quelqu'un qui s'appelle James Kabarebe. Mais qui est James Kabarebe? Astafroulay, c'est un Rwandais. Un Rwandais s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise. Un officier rwandais en exercice comme officier au Rwanda s'est retrouvé chef d'état-major de l'armée congolaise entre 1997, c'est-à-dire la chute de Mayele, la chute de Mobutu, et juillet 1998, soit pratiquement un an. Là, ça commence à tilter. Ça me pose la question de savoir, mais pourquoi et comment un officier rwandais peut s'être retrouvé à la tête de la République démocratique du Congo? Je continue à lire. Après James Kabarebe, entre 1998, en 1998, c'est Célestin Kifwa. Mais Célestin Kifwa est originaire du Katanga. Et qui est président après que James Kabarebe ait été chassé avec plusieurs autres soldats rwandais de l'armée congolaise par Laurent Désiré Kabila? Qui est président? C'est Laurent Désiré Kabila. De quelle province est-il originaire? Le Katanga. On continue à lire. Donc, ensuite, entre 1998 et 2001, c'est Joseph. À partir de 2001, ça va être Joseph Kabila. Entre 1998 et 2001, il y a Sylvestre Louecha, puis Joseph Kabila qui vont prendre la relève. Ils sont tous du Katanga. On continue. 2001, 2004, Baudouin Liwangamata Nyamuniobo. C'est un amiral, il est originaire de l'Équateur. Qui est président à partir de 2001-2004? C'est Joseph Kabila. On continue. 2004-2007, Philémon Kisempia Sungilanga, un lieutenant général originaire de la région de Lomami. Puis 2007-2008, c'est Dieudonné Kayembe Mbandaku, lieutenant général originaire du Kasaï oriental. Puis 2008-2018, Didier Etumba Longomba, général d'armée originaire de l'Équateur. 2018-2022, eh bien, Célestin Mbala Moussense, général d'armée originaire du Bas-Congo. Christian Chiwewe Songesha, 2022-2024, il est originaire du Katanga. Et depuis 2024, c'est Jules Banza Mouilambwe. Bon, on n'a pas précisé la région de laquelle il vient, mais qu'est-ce que j'observe? Rien qu'en étudiant la liste des responsables de l'état-major, je me rends compte que la plupart du temps, les présidents congolais nomment chef d'état-major quelqu'un qui est originaire de leur région. La plupart du temps. C'est pas systématique. Ça, c'est déjà le premier indice des faiblesses d'une armée. Quand une armée est organisée sur le principe de la dominance ethnique, c'est pas une véritable armée nationale. Et c'est l'un des problèmes que nous avons dans les armées nationales en Afrique, après les pseudo-indépendances des années 60. C'est que, pour se stabiliser, les dirigeants politiques éprouvent le besoin de confier les forces de défense et de sécurité aux ressortissants de leur groupe ethnique. Ce qui amène à une concentration du pouvoir militaire dans une partie du pays au détriment des autres. Et par conséquent, lorsque le régime est attaqué, à l'intérieur même de l'armée, il y a une certaine attitude de désinvolture qui consiste à dire de toutes les façons, si le chef tombe, et comme il n'est pas de mon groupe ethnique, c'est pas grave.
peut-être qu'il y aura une chance pour qu'un nouveau chef monte qui sera de mon groupe ethnique. Je suis en train d'étudier les raisons de la faiblesse de l'armée congolaise. Comme toutes les armées africaines issues du processus colonial, sa faiblesse, l'une de ses faiblesses fondamentales, c'est que c'est une armée tribalisée. Les alternances au sommet de l'État entraînent des alternances au sommet de l'armée et des variations d'attitude du pouvoir politique envers les forces de défense et de sécurité. Les pouvoirs politiques néocolonisés, les pouvoirs politiques issus de ces processus bancaux que sont les pseudo-démocraties africaines, ces pouvoirs politiques sont de fait fragiles et ont besoin d'être rassurés par des armées tribalisées. Quand on regarde ce qui se passe dans l'armée de la République démocratique du Congo, depuis que Félix Tshisekedi est venu, on voit que dès qu'il est arrivé, il s'est mis à y accorder une prépondérance aux ressortissants de sa région. Mais c'est exactement ce que Kabila a fait quand il est venu. Il a commencé à accorder l'importance justement aux Katangais. Mais c'est exactement ce que Mobutu faisait quand il était là. C'était les gens de l'Équateur et du Haut-Zaïre, essentiellement, qui commandaient les postes sensibles de l'armée. Tant qu'on a construit une armée de cette façon-là, sans la volonté de construire un embryon de la nation à l'intérieur de l'armée, sans l'élévation du niveau de conscience des officiers et des troupes au service du pays comme bien commun, sans une conscience panafricaine, celle que Lumumba voulait inspirer à cette armée, on est condamné à avoir une armée qui n'a pas le mental nécessaire à un combat collectif. Premier problème donc, la tribalisation. Deuxième problème qui est la conséquence de la tribalisation de nos armées, et c'est le cas au Congo, la corruption. Puisque le traitement n'est pas le même en fonction de l'origine du soldat, en fonction de l'origine de l'officier, en fonction de la région dans laquelle on opère, il s'ensuit que dans l'armée, le favoritisme est un facteur de division. Et plusieurs militaires congolais ont dû combattre dans des conditions insupportables quand on les compare au luxe dans lequel vit la classe politique congolaise ou au luxe qui est réservé à un certain type de militaires proches, soit par l'ethnie, soit par la faveur personnelle, du sommet du régime. Donc, le deuxième facteur de démoralisation des armées, c'est la corruption. La corruption. Vous savez que de toute façon, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme en politique marchent avec la corruption. Les gens de ton ethnie ne sont pas contents que tu sois au pouvoir seulement parce que tu es de leur ethnie. Ils sont contents que tu sois au pouvoir parce que tu dois voler pour leur donner. Et c'est ça le problème. Deuxième problème, la corruption. Troisième problème, incontestable, et l'armée congolaise a ce problème. Alors que Kagame s'est efforcé d'uniformiser au maximum son armée. En face, Kagame n'a pas les mêmes problèmes. Il n'a pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de donner un traitement standard à toute son armée. Ça, c'est une qualité des troupes de Kagame. Il s'efforce de les traiter toutes avec le plus grand respect, avec la plus grande attention. Il s'efforce vraiment de leur donner le maximum de ce que le Rwanda peut donner à ses soldats. Et voilà pourquoi il est difficile, par exemple, au Congo, de distinguer un milicien du M23 d'un soldat rwandais. Parce qu'ils sont traités pareil. Ils sont encadrés de la même façon. Ils dorment dans les mêmes bivouacs. Ils mangent dans les mêmes assiettes. Ils parlent la même langue. Ils parlent sous le ton des mêmes chefs. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où vient la faiblesse de l'armée congolaise. Elle est faible là où le Rwanda est fort. Et du coup, dans l'armée de Kagame, les pratiques de corruption ne démobilisent pas. Le régime de Kagame, c'est un régime hautement corrompu. Mais c'est un régime qui pratique une bonne redistribution. De telle façon qu'à l'intérieur de son armée, il est moins facile de fissurer par la corruption, puisqu'il veille à assurer des conditions à peu près égalitaires de vie à sa troupe. Kagame a l'avantage d'être un général d'armée et un homme de terrain. Il sait ce que les militaires n'aiment pas. Kagame sait ce que le soldat n'aime pas, puisqu'il est un soldat de formation. Il connaît ça par cœur. Et avec le pragmatisme que les anglo-saxons lui ont appris, il applique ce que l'expérience lui a appris. C'est un empiriste de très grande qualité. C'est pas du tout un fainéant, Kagame. Donc, là où, en face, le tribalisme, en face, le népotisme, le clientélisme paralyse l'armée congolaise, de l'autre côté,
Kagame s'efforce de pratiquer un égalitarisme militaire incroyable, au point que vous êtes même dans l'incapacité de distinguer les troupes mercenaires et les troupes d'État. Vous voyez comment ils ont pénétré à Goma, avec la même discipline. Vous ne pouvez pas distinguer un Rwandan Defense Force classique d'un milicien. Quand c'est Kagame qui est derrière le projet, il les traite tous pareil. On continue. Troisième faiblesse, et celle-là, elle ne dépend pas uniquement, en quelque sorte, de la RDC, c'est que les parrains communs de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi, c'est l'Union européenne, c'est Israël, n'est-ce pas? C'est la puissance anglo-américaine. Ce sont les parrains. Donc, les deux protagonistes ont les mêmes parrains. Et le parrain occidental a décidé de privilégier en fourniture d'armes stratégiques, en renseignement stratégique, le petit Rwanda. Il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture d'armes, il y a un déséquilibre au niveau de la fourniture de renseignements, il y a même un déséquilibre au niveau de l'aide financière à finalité militaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La République démocratique du Congo a plus de mal à se procurer de bonnes armes que le Rwanda. Et ce déséquilibre, cette asymétrie au niveau de l'approvisionnement en matériel militaire, elle a été voulue par l'Union européenne, elle a été voulue par les États-Unis d'Amérique, elle a été voulue par la Grande-Bretagne, parce que ces pays-là, les pays occidentaux, considèrent que Kagame est le représentant attitré de leurs intérêts. L'Union européenne, par exemple, a signé un traité de coopération économique avec le Rwanda à propos de l'exploitation des ressources naturelles stratégiques qu'on trouve dans le sous-sol de la République congolaise démocratique. C'est-à-dire que l'Europe s'est permise d'acheter, ou plutôt de se procurer, les richesses du Congo à travers le Rwanda, positionnant littéralement le Rwanda dans la posture de tuteur du Congo, le Rwanda devenant le médiateur entre la République démocratique du Congo et le commerce international des matières premières. C'est ce qu'a fait l'Union européenne, avec l'approbation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui ferment les yeux dessus, d'autant plus que ça leur profite aussi. D'accord? Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et ça, c'est un troisième niveau d'appréciation qui est important. Enfin, il y a un dernier niveau. On voit très bien que les forces armées de la République démocratique du Congo ne possèdent pas, ne maîtrisent pas une doctrine militaire. Ils n'ont pas une doctrine militaire puissante. Il n'y a pas un discours de la méthode qui unifie puissamment les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Parce qu'à la tête de la République démocratique du Congo, il y a quelqu'un qui veut manger à tous les râteliers. Il y a quelqu'un qui n'a pas de doctrine militaire. Félix Tshisekedi n'a pas de doctrine militaire. Il n'a pas de doctrine militaire parce qu'il sait qu'il est un vassal de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme occidental. Et que pour tout vassal, la seule doctrine militaire qui existe, c'est la soumission à l'OTAN, la soumission à l'UE, la soumission au duo anglo-américain. Quand vous êtes dans une logique de soumission à l'OTAN, à l'UE ou au duo anglo-américain, vous ne pouvez pas avoir de doctrine militaire. Or, Kagame, lui, il se considère comme un membre de l'OTAN en Afrique. Il se considère comme un membre de l'alliance hégémonique occidentale dans le monde. Il faut que vous entriez dans la psychologie de Kagame. Alors que Tshisekedi se considère comme un vassal de l'Occident et a peur, Kagame, lui, participe aux décisions de l'Occident à propos de ce qui se passe justement en Afrique australe. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de la soumission à l'Occident, Kagame participe à un niveau de décision supérieur à celui de Tshisekedi. Kagame travaille étroitement avec la CIA depuis très longtemps. Il l'a dit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer. Il a témoigné lui-même que très tôt, la CIA lui a permis d'entrer et de sortir des États-Unis avec des sommes d'argent qui ne sont pas permises à des citoyens ordinaires. Kagame l'a sorti avec des millions de dollars dans sa valise comme ça. Il montait avec ça dans l'avion. Il passait, il a écrit dans son livre L'homme de fer, qu'il lui était permis d'entrer et de sortir avec des sommes d'argent énormes des États-Unis. Pourquoi? Parce que très tôt, il a été recruté par la CIA. C'était un agent de la CIA, c'était un représentant de la CIA, Kagame. Donc, il a un niveau de largesse que Tshisekedi n'a pas. Du coup, lui, il participe aux décisions.
Voilà pourquoi vous voyez que Kagame est très calme. Les États-Unis le menacent verbalement, les déclarations de l'Union européenne verbales, les déclarations françaises verbales, les déclarations britanniques verbales. Kagame s'en fout de ça. Il sait que lui, il participe au plan. Il est dans le plan. C'est dans l'intérêt des multinationales des pays occidentaux que Kagame attaque le Congo. Donc, il sait que pour se protéger, ceux-ci sont obligés de tenir un double langage. Condamnation diplomatique sans sanction économique ni sanction militaire. J'espère que vous avez remarqué que c'est la ligne de l'Occident. Condamnation diplomatique, mais pas de sanctions économiques, pas de sanctions militaires contre le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda agit pour les intérêts de l'Occident. Et c'est ce qui a été dit au député Mounir Satouri. Mounir Satouri était un député, eh bien, au Parlement européen, qui a, devant le Parlement européen, accusé l'Union européenne d'être derrière le Rwanda et de financer, en fait, la guerre atroce qui est livrée contre le peuple congolais. Le commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda lui a dit que lui, il n'avait pas le même type d'information que Mounir Satouri. Il n'a pas le même type d'information et que la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda est l'une des meilleures au monde. Voilà ce que le commissaire du Parlement européen chargé de la coopération avec le Rwanda a répondu à un député qui lui faisait observer que pactiser avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières au Congo, c'est financer en réalité l'armée rwandaise pour aller terroriser, massacrer, piller le Congo. Le représentant attitré de la politique européenne du Rwanda a répondu que pour les Européens, le Rwanda est un bon partenaire. Mais oui, c'est un bon partenaire. Pourquoi? Parce qu'il pille le Congo, mais pour les multinationales occidentales. C'est aussi simple que ça. Et tout ça a été formalisé dans un traité sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a pour l'Union européenne à signer un traité de commercialisation des matières premières avec un pays qui n'en a pas dans son sol, le Rwanda. En partant du principe que ce pays va aller les arracher en République démocratique du Congo et les leur brader. C'est ça le principe du traité qui a été signé. Alors, donc ça c'est une raison fondamentale. Enfin, je viens à la 5e raison pour laquelle l'armée congolaise, alors elle n'a pas de discours. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est un exécutant. Il ne participe même pas à l'endroit où on discute du plan. C'est un exécutant. C'est un exécutant, c'est quelqu'un qui reste à la porte, la réunion finie, et on sort lui dire les conclusions. Il n'entre pas. Alors que Kagame participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Museveni participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Pas Tshisekedi. Tshisekedi attend dans les couloirs. On vient avec les conclusions pour lui donner. Enfin, donc, je viens au dernier point qui est extrêmement important. Si l'armée congolaise ne parvient pas à reprendre de l'initiative, bien sûr, on a fait la liste. Hein. C'est une armée tribalisée, c'est une armée qui est fortement corrompue, c'est une armée qui n'a pas un discours de la méthode, elle n'a pas une vision qui la domine. Pourquoi? Parce que ses patrons sont eux-mêmes soumis. C'est une armée sous-équipée, fortement sous-équipée, et ça a été voulu depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et avant son assassinat, depuis l'assassinat de Lumumba, on a veillé à ce que le Congo ne devienne jamais une grande puissance militaire. Et ça a été prévu dans les grands plans hégémoniques de l'Occident. Puisque ce pays est un scandale minier, il ne faudra jamais laisser ce pays vivre en paix. Il ne faudra jamais laisser les filles et les fils de ce pays décider de l'usage de leurs richesses. Ça a été décidé. Et c'est le contenu de la lettre du 2 août 1939, écrite par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Il lui dit, pour nous assurer la suprématie dans le monde, nous devrons veiller à contrôler les matières premières stratégiques du Congo belge. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est écrit noir sur blanc. La lettre d'Einstein, l'un des contributeurs scientifiques à la découverte de la bombe atomique, sa lettre à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Vous la trouverez facilement si vous la tapez sur Google. Lettre d'Einstein à Roosevelt sur le Congo. Et Einstein explique à Roosevelt qu'on ne peut pas laisser aux Congolais les richesses qu'ils ont. Si on les laisse, ça risque de profiter aux Russes. Ça risque de profiter aux Soviétiques, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque. Ça risque de profiter aux nazis. Bref, en tout cas, à une autre puissance que les États-Unis. Il faut mettre la main dessus. Alors, comment mettre la main dessus? Mais en imposant des valets, des vassaux, comme Mobutu Sese Seko, et comme ceux qui lui ont succédé en dehors de Laurent Désiré Kabila, qui a su faire volte-face. Donc,
La cinquième raison pour moi, c'est le fait que Tshisekedi est incapable de changer de doctrine parce qu'il est soumis. Il a peur d'être rectifié par les néocolons et les impérialistes occidentaux. Et pourquoi a-t-il peur? Mais parce que l'armée congolaise est profondément infiltrée par ses ennemis. Rendez-vous compte qu'en 1997, cette armée a pu accepter d'être dirigée pendant un temps par un officier rwandais, James Kabarebe, qui est retourné au Rwanda. Comment le Grand Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, peut laisser un officier rwandais être même pendant un an? Eh bien, c'est bien parce que, en fait, depuis très longtemps, le régime rwandais, notamment celui de Kagame, a infiltré à tous les niveaux. Il a infiltré l'armée congolaise. Et l'un des moyens qu'il a utilisé pour infiltrer l'armée congolaise, c'est l'exploitation de la diversité ethnique du Congo. En raison de la proximité entre le Rwanda et le Congo, des populations rwandophones, avec le temps, se sont installées en territoire congolais. Et ils sont devenus des ethnies, des groupes ethniques sédentaires. C'est le cas, par exemple, des rwandophones congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Ce sont des migrants venus du Rwanda et qui s'installent dans l'immense Congo et puis qui progressivement sont aujourd'hui relativement traités comme des populations autochtones. Alors que leurs migrations sont très récentes et la plupart d'entre eux d'ailleurs, en arrivant au Congo, possédaient déjà des papiers rwandais. Possédaient d'abord des papiers rwandais. Bon, mais peu importe. Kagame va utiliser cette partie minoritaire de Congolais rwandophones pour infiltrer toute l'armée. Et vous vous souviendrez toujours que c'est un Rwandais qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila. C'est un soldat congolais rwandophone, Rachidi Kazereke, qui va assassiner Laurent Désiré Kabila dans son bureau à Kinshasa. Vous pouvez donc imaginer que toute la chaîne de commandement de l'armée congolaise est infiltrée par des individus comme ça, qui ont déjà été achetés par le Rwanda, et à travers le Rwanda, les impérialistes occidentaux. Vous comprenez? Donc c'est une armée infiltrée. C'est-à-dire que Tshisekedi n'est même pas capable d'avoir un secret. D'abord, il ne peut pas avoir un secret parce qu'il est écouté par ses maîtres occidentaux qui donnent à Kagame toutes les informations nécessaires. D'accord? Et puis, il est même infiltré à l'intérieur de son armée par les Congolais rwandophones, dont certains ont été retournés par Kagame. Et sont des espions en sommeil à l'intérieur du pays. Voilà la situation. Voilà pourquoi toutes les manœuvres de l'armée congolaise pour reconquérir ses positions sont inefficaces. Parce que Kagame est informé avant même que Tshisekedi ne sorte de son bureau. Kagame sait déjà. Et c'est avec cette efficacité qu'il a fait éliminer justement Laurent Désiré Kabila. À qui a profité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? À Kagame. On sait très bien que Kagame en voulait à Laurent Désiré Kabila parce que celui-ci, après avoir été aidé pour prendre le pouvoir à Kinshasa contre Mobutu, s'était retourné contre Kagame et Museveni, s'était appuyé sur l'Angola et le Zimbabwe pour les chasser, ce qui avait donné la première guerre mondiale d'Afrique centrale. Vous vous en souvenez? Donc, en fait, Tshisekedi qui est là, c'est un homme en sursis. Parce que les hommes de Kagame sont infiltrés jusque dans Kinshasa. Quand vous entendez la direction des troupes terroristes du M23 et des Rwandan Defense Force dire « nous allons aller jusqu'à Kinshasa », ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont à Kinshasa. Ils y sont. C'est ça l'information qu'ils donnent. Et voilà ce qui explique la faiblesse de l'armée congolaise. Je conclus ce point en disant l'armée congolaise ne peut pas redevenir une armée puissante. Un, si elle ne met pas fin à ses alliances avec les puissances tutélaires de l'armée rwandaise. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes tuteurs que l'armée rwandaise et la combattre efficacement. Car au niveau même simplement du renseignement, vous êtes anticipé, grâce à vos tuteurs communs, vous êtes anticipé par le Rwanda. En sachant très bien que le beau rôle a été réservé au Rwanda par les impérialistes occidentaux, vous n'avez pas intérêt à avoir les mêmes maîtres que. Donc, il faut, premier acte, une rupture géopolitique et géostratégique. La question c'est, est-ce que Tshisekedi est à la hauteur d'une telle rupture? Ma réponse est non. C'est un poltron. Il n'a pas la carrure. Ce n'est pas l'homme de la situation. Deuxième élément important, une réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo sur la base du principe révolutionnaire. Il faut retrouver ce que Lumumba, ce que Pierre Moulele, ce que Laurent Désiré Kabila, entre autres, voulaient pour l'armée congolaise. Il faut reprendre le chantier là où il s'est arrêté, avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et bâtir une armée nationale congolaise. Et c'est pas compliqué. Pour bâtir une armée nationale congolaise, il faut traiter tous les soldats
à tous les grades et à tous les degrés de la même façon. Il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité de traitement pour tous les soldats du même grade, du même degré. Introduire de la justice dans cette armée et mettre à la disposition de cette armée les moyens optimaux pour qu'elle ne soit tentée par aucune corruptibilité facile. Il faut soigner l'armée, mais y introduire de la justice. Transcender la privilégiature de l'ethnie. C'est la deuxième chose. Seul un gouvernement révolutionnaire panafricaniste peut faire ça. Troisième chose, mais la République démocratique du Congo doit clairement solliciter les alliances des pays qui sont restés attachés au processus du panafricanisme révolutionnaire. On a raconté à un moment que M. Tshisekedi voulait venir en Afrique de l'Ouest, etc., pour requérir les conseils de ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Moi, je n'ai jamais pu vérifier cette information à un haut niveau, ni sur le site officiel de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, à moins que les choses aient changé, ni sur le site officiel de la République du Mali. Je n'ai vu trace de l'idée d'un voyage de Tshisekedi en Afrique de l'Ouest. En fait, pourquoi aurait-il besoin d'aller en Afrique de l'Ouest? Mais il a l'ambassadeur de Russie à Kinshasa, il a l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Il les convoque et il les charge de messages spéciaux pour leur président. Il peut parler avec leur président à travers leurs moyens de communication. Tshisekedi. Il n'a pas besoin de prendre son avion pour sortir du Congo. Mais il n'a pas la capacité de le faire parce qu'il a beaucoup plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Le problème de Tshisekedi est bien celui-là, c'est un otage de l'oligarchie occidentale. Parce qu'il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Vous comprenez? Il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. C'est un problème personnel pour Tshisekedi. S'il a amassé de la fortune, c'est ici, en Occident, qu'il la garde. Alors, par conséquent, prendre pour lui le risque d'une réorientation géostratégique, géopolitique, comparable à celle d'Assimi Goïta, de Traoré Ibrahim, ou d'Abdourahmane Tiani, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est trop demander à ce monsieur. Ce monsieur ne possède, dans son volant ne sait pas tourner. Il file droit sous la domination. Et il veut bercer les Congolais d'illusions. Alors, l'armée congolaise est potentiellement supérieure à l'armée rwandaise. Une armée congolaise réorganisée, avec une égalité pratiquée dans l'armée, une corruption extirpée de l'armée, une armée congolaise correctement fournie en armes et munitions, une armée congolaise dotée de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire qui avait été le cœur de sa formation sous Lumumba, sous Pierre Moulele, et cette formation qui reprenait avec Laurent Désiré Kabila, cette armée-là balaie les troupes rwandaises du sol congolais et va jusqu'à Kigali déloger Kagame. Mais seule une telle armée peut justement stimuler la volonté des pays qui ont conservé la tradition panafricaniste révolutionnaire jusqu'à un certain point, comme l'Angola, comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud. Et il y a un pays très à côté là, de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui brûle d'envie de participer à la résolution de ce problème, c'est le Burundi. Le Burundi qui a averti que si on laisse le Rwanda continuer à envahir le Congo comme cela, c'est qu'on est en train de semer les conditions d'une véritable guerre mondiale africaine. Un conflit qui va être régional et continental commence. Parce que si on laisse Kagame commencer à s'installer comme il est en train de faire au Congo, il va accumuler de la force pour attaquer les autres. Et les autres n'ont pas intérêt à laisser Kagame continuer à croître en puissance. Un Kagame puissant signifie un Burundi en danger. Ça signifie toute une Afrique centrale. Eh bien, la République centrafricaine en danger, le Cameroun en danger, le Gabon en danger, le Congo-Brazzaville en danger, l'Angola en danger, l'Afrique du Sud en danger. Parce qu'en fait, Kagame, c'est qui? C'est l'impérialisme occidental. Si Kagame prend de l'ampleur sur le Congo, c'est fini. La recolonisation totale et complète de l'Afrique centrale aura été réalisée. Il faut que vous preniez conscience du fait que Kagame fait partie du plan de l'OTAN. Un peu comme les pays de la CEDEAO font partie du plan de l'OTAN pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. L'Ouganda et le Rwanda sont dans le plan de l'OTAN pour contrôler l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et il faut vraiment les voir venir. Il faut bien les voir venir. Mais c'est un gouvernement panafricaniste révolutionnaire à Kinshasa qui peut obtenir l'engagement angolais, l'engagement burundais, l'engagement zimbabwéen, obtenir l'engagement sud-africain à un plus haut niveau que maintenant. Parce que l'un des obstacles à l'engagement beaucoup plus massif des troupes angolaises, des troupes sud-africaines,
des troupes burundaises ou des troupes j'ai cité les troupes burundaises, j'ai cité les troupes angolaises, j'ai cité les troupes sud-africaines ou des troupes zimbabwéennes. Mais l'obstacle, c'est la nature du régime qui est à Kinshasa. Pourquoi voulez-vous que les Zimbabwéens fassent confiance à quelqu'un qui n'a même pas le courage de libérer son pays, qui n'a même pas le courage de nommer clairement l'ennemi? Pourquoi voulez-vous que les Angolais le prennent au sérieux? Puisque s'il s'engage, le lendemain, il est trahi. Pourquoi voulez-vous que les Burundais s'engagent davantage alors que Tshisekedi n'est pas un homme de parole? Alors que Tshisekedi est un homme artificiel, un homme vraiment au comportement d'homme de paille. C'est la nature du régime qui est à Kinshasa qui explique la difficulté des alliés à entrer pleinement dans l'affaire. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage de poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production.
vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.